surface et les canalisations l'acheminaient par simple gravité vers des citernes rupestres publiques ou privées. Petra bénéficiait également de 5 sources permanentes, dont l'eau était conservée dans de grands réservoirs qui servaient de châteaux d'eau. L'eau collectée alimentait les fontaines et les bassins pour un usage domestique. Elle était également utilisée pour des pratiques cultuelles. Mais surtout, elle servait à irriguer les jardins et les terres agricoles. Et oui, dans l'Antiquité, Petra était une oasis verdoyante. À l'intérieur de la ville, comme à l'extérieur, il y avait des champs et des jardins. Du sésame, des fèves, des arbustes à baume, des dattiers. Sans doute aussi de la vigne et des oliviers. Aujourd'hui encore, plusieurs citernes nabatéennes sont régulièrement et naturellement remplies et les Bédouins s'en servent pour abreuver leurs troupeaux, perpétuant ainsi une tradition vieille de plus de 20 siècles. En dépit des interdits, les Nabatéens se sont donc peu à peu transformés en de véritables sédentaires. Et ce qui n'était qu'un entrepôt de marchandises est devenu une ville. Une cité caravanière qui, à son apogée, compta plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Ces habitants, il faut les loger. Comment ? Au début, les premiers citoyens de Petra vivaient soit sous tente, comme les Bédouins actuels, soit dans des grottes soigneusement taillées dans le roc, dont l'intérieur était aménagé comme celui d'une véritable maison. D'autres grottes naturelles, celles-là, servaient à abriter le bétail. Taillée dans le massif de la Koupta, la maison de Dorothéos, un notable grec, est ornée d'une façade qui lui donne l'allure d'une riche villa. Elle l'est assurément, car c'est une des rares maisons de Petra à posséder 2 salles de banquet, une pour les hommes et une pour les femmes. Remarquez aussi, taillées dans les parois, des niches qui servaient de placards. Et là, sur le bord d'une banquette, le nom du propriétaire. Certaines de ces habitations rupestres étaient richement décorées. Nous avons eu l'extraordinaire chance de pouvoir filmer l'une d'elles, actuellement fermée au public. Elle présente encore des traces d'enduit peint d'origine, qui laissent imaginer le luxe et le confort dans lequel vivait son propriétaire. Ce n'est pas tout. À Petra, on trouve aussi la trace de véritables maisons à 4 façades, dans lesquelles on a retrouvé de la céramique en grande quantité. Mais comment se fait-il que ces maisons soient bâties ? Souvenez-vous, les Nabatéens avaient interdiction de construire une maison. Alors, que s'est-il passé ? Ils devaient montrer qu'ils avaient acquis une grande prospérité. Et pour cela, ils ont dû copier toutes les plus grandes villes du monde antique, comme Antioche et Alexandrie. Et c'est probablement des artisans originaires d'Alexandrie qui ont appris aux gens du pays comment sculpter les éléments architecturaux que l'on voit aujourd'hui à Petra. Donc, à un moment donné dans cette ville, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est, il a dû y avoir une cacophonie de milliers de coups de burin qui ont servi à extraire les pierres des carrières ou à construire les façades des 800 tombes. Et d'ailleurs, nous retrouvons un peu partout des motifs syriens, des motifs égyptiens et des motifs hellénistiques.
Ainsi, au contact des peuples qu'ils croisaient, les Nabatéens ont enrichi leur répertoire décoratif et ont adopté de nouveaux modes de vie. Non contents de cultiver la terre et de construire des maisons, les Nabatéens édifièrent également des temples, en l'honneur de plusieurs divinités. Non loin du temple sud et des fouilles de Marta Joukowski, voici à présent le Kasr el-Bint, en français le château de la fille du pharaon. Situé dans la ville basse, il est le seul monument de Pétra construit en pierre de taille, qui malgré l'usure du temps, s'élève encore à 23 mètres. Si le décor est de style grec, le plan demeure typiquement oriental. Une caisse massive et rectangulaire, divisée en petites pièces qui s'ouvrent les unes aux autres. Le Kasr el-Bint et son esplanade, le Téménos, étaient le centre nerveux de l'antique cité de Pétra. C'est ici, en effet, que convergeaient les principales pistes caravanières. Quelle était la fonction de ce monument auquel les Bédouins ont donné ce nom si étrange? Pour le comprendre, nous avons décidé, sur la base des travaux des scientifiques, de le reconstituer en images de synthèse. Pour établir un relevé précis du monument, nous avons utilisé un prototype de ballon dirigeable équipé d'une caméra vidéo télécommandée. Cette technique nous a permis de filmer tous les détails architecturaux sans la déformation qu'aurait entraîné leur prise de vue depuis le sol. Imaginons alors que soudain, les pierres du Kasr el-Bint, évanouies depuis plus de 2000 ans, se réveillent d'un long sommeil et retrouvent leur place initiale. À l'origine, le monument était entièrement recouvert de plaques de stuc, et les textes anciens révèlent que le décor était par endroits recouvert de feuilles d'or. Entrons dans le bâtiment. Cette reconstitution nous permet de voir qu'en dépit de son nom, le château de la fille du pharaon était en réalité un édifice sacré. Un temple dédié à Douzarès, le dieu principal des Nabatéens. Voici la chapelle, le Saint des Saints, où le dieu était vénéré sous les traits d'une pierre noire. Ce culte des pierres dressées qu'on appelle des bétiles caractérise la religion des Nabatéens. Parfois, la figuration est poussée plus loin, comme en témoigne cette très belle stèle de la déesse Alouza, la parèdre de Douzarès, retrouvée dans un temple voisin. Après la cérémonie, des banquets étaient organisés dans les chapelles latérales ou sur l'esplanade du temple. Et c'était le roi en personne qui servait ses convives. Situé en contrebas, l'autel du temple. C'est ici que les officiants pratiquaient le sacrifice d'animaux en l'honneur du dieu Douzarès. Voyez maintenant sur l'esplanade du temple le peuple de Pétra. Des paysans, des marchands, des prêtres, des fonctionnaires, des soldats, des orateurs, des devins, des enfants qui tourbillonnent dans la chaleur et la poussière, sous les regards de leur dieu étrange. Car Pétra, c'était d'abord cela. Une place vivante et bigarrée. Un point de rencontre, un lieu d'échange entre Orient et Occident. Fiers et jaloux de leur indépendance, les Nabatéens résisteront longtemps aux assauts extérieurs, avant de succomber à la conquête romaine en 106 de notre ère. Abandonnés ensuite au profit d'une autre capitale commerciale,
Ravagée par des tremblements de terre et victime de razzias, la ville se vida peu à peu de ses habitants et disparut pendant des siècles de la mémoire des hommes.